Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la prérogative d'exercice sur la tenue comptable, souvent aussi appelée monopole de la tenue comptable. Et pour cela, je suis ravie de recevoir pour la seconde fois dans le podcast Gilles Doriac. Bonjour Gilles. Bonjour Marine. Je suis très contente de vous avoir à nouveau. C'est un vrai plaisir. Mais écoutez, ça me fait très plaisir aussi. Merci de m'avoir invité. Écoutez, c'était assez naturel. Donc, je vais rappeler pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode que vous êtes expert comptable associé au sein du cabinet ACSE, un cabinet d'une 50aine de personnes basé à Bordeaux avec 6 associés, je crois. C'était ça à l'époque quand on s'était parlé en 2022. On avait réalisé, comme je disais, un épisode sur les évolutions en matière de valorisation des cabinets d'expertise comptable qui avait beaucoup plu à nos auditeurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai fait appel. On va se pencher sur la question de la prérogative d'exercice, donc sur la tenue, qu'on appelle aussi monopole. Donc, on va peut-être utiliser l'un et l'autre des termes au cours de notre échange, mais je vous vois opiner de la tête. Le terme de monopole n'est pas forcément le plus juste. C'est un sujet qui est central. Et avant de nous lancer, je vais juste faire une petite introduction sur le fait qu'une des missions au sein du CEG, c'est de décrypter les transformations actuelles de la profession d'expertise comptable, mais aussi d'anticiper celles qui pourraient éventuellement survenir. Donc, c'est un exercice qui est délicat. Ça force aussi un petit peu l'humilité parce qu'on n'assène pas de certitude, mais on ouvre des portes. On est un cercle d'échange avec un fort esprit d'ouverture. Et donc là, on va soulever des questions, susciter des réflexions et donc j'aime bien interviewer dans le podcast des gens ou faire intervenir dans les journées d'échange. On aime bien inviter des gens qui, voilà, nous livrent leur expertise, leur clé de lecture sur un sujet. Et aujourd'hui, c'est avec vous qu'on va discuter de cette prérogative d'exercice sur la tenue. Vous allez nous livrer votre analyse et puis peut-être qu'on se réservera la possibilité, plus tard dans le podcast, nous, de faire intervenir une personne qui aura un point de vue complémentaire au vôtre, parce que ce que vous allez dire, tout le monde ne partage pas forcément cet avis. Donc ce sera intéressant pour que nos auditeurs aient toutes les cartes en main pour avancer dans leurs réflexions, et bien de faire intervenir une personne qui aura sa propre vision du sujet. Voilà, j'ai été très long pour introduire, mais Gilles, première question, quand on parle de prérogatives d'exercice sur la tenue comptable, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Alors, avant de répondre un peu à cette question, je vais vous rejoindre dans le sens où ce débat ou ces discussions sur la prérogative sont des discussions sur lesquelles je pense qu'il faut avancer doucement. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, avec beaucoup d'humilité. Le sujet, c'est pas de répondre clairement oui, non. Le sujet, c'est plutôt de poser des éléments de réflexion et de voir ensemble, de faire un peu le tour de ce sujet-là, comme je le disais un peu tout à l'heure, de semer quelques graines et puis de voir comment elles poussent, sans aucune prétention autre que celle de vouloir faire un peu avancer le débat. Alors, pour maintenant aborder le sujet concrètement, quand on parle de monopole de la tenue ou de prérogative d'exercice, plutôt parce que c'est une prérogative d'exercice, on va faire un peu de droit. Notre mission est définie par l'ordonnance de 45, donc l'article 2 plus précisément. Et cet article 2, il dit deux choses. Il dit dans un premier alinéa que l'expert comptable, c'est celui qui révise et qui apprécie les comptabilités des entreprises. Alors, déjà, il cadre le sujet. L'expert comptable intervient pour des pour des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail. Donc, on ne parlera pas de salariat. D'accord. Et donc, l'expert comptable, dans un alinéa 1, c'est celui qui fait profession de réviser, d'apprécier les comptabilités. Et dans un alinéa 2, il va parler de la tenue, puisqu'il va dire l'expert comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser, consolider les comptabilités. Bref, on va parler dans cet alinéa 2 de la tenue, mais on voit déjà au départ que alors je ne vais pas dire le législateur, puisque ce sont des ordonnances, mais le rédacteur du texte avait bien défini le cadre de l'expert comptable comme quelqu'un qui exerce une profession intellectuelle, d'appréciation. Vous voyez, on parle de révision, d'apprécier, donc d'exercice d'un jugement professionnel. La tenue,
est un peu un sujet, on va dire, j'ose pas dire secondaire, mais c'est pas un expert comptable, c'est pas quelqu'un qui à la base, au départ, fait de la tenue. Voilà. OK, et donc il y a 2 périmètres, je crois bien, dans, la façon de considérer, l'intervention de l'expert comptable, large et restreint, non, c'est Tout à fait. En fait, en réalité, d'ailleurs, on le voit bien dans l'exercice de mission, on peut exercer nos missions avec 2 types de demandes du client. Soit une demande, de révision, de supervision des comptes et d'établissement des comptes, soit une mission plus large incluant la tenue. mmh, Voilà, donc OK. ça s'adressera en général, ce type de mission, incluant la tenue, s'adressera, davantage à des entités, de type TPE, ou petites PME qui n'ont pas forcément, les moyens en interne d'exercer enfin d'assurer cette fonction. Mais, voilà, l'expert comptable intervient sur des types d'entreprises assez vastes, et ne fait pas nécessairement et ses missions n'incluent pas nécessairement la tenue. OK, et alors pourquoi, au moment de la rédaction de cette ordonnance de 45, cette prérogative d'exercice a-t-elle été mise en place sur la tenue? C'est quoi la raison principale d'exister au démarrage, l'essence un petit peu pour qu'on Bon alors, j'étais pas je n'étais pas présent quand le non, 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 bien quand on a évidemment. réalisé, mais on peut imaginer, on peut imaginer 2 raisons. Il y en a une première qui est technique, c'est que notre métier, alors aujourd'hui tel qu'on le connaît, on a des ordinateurs, il y a des logiciels, tout ça fonctionne, de façon, de plus en plus automatisée. On récupère les écritures de banque, automatiques, mais à l'époque, dans les années 40, et même, jusqu'à l'apparition de la micro-informatique, la tenue, c'était une fonction technique extrêmement, pointue. On faisait pas de la saisie comptable comme on en fait aujourd'hui, en s'installant derrière un ordinateur et en passant des OD dans un logiciel qui vous mâche à peu près le boulot. La tenue, c'était un système assez lourd. Il y avait, des cahiers. D'ailleurs, on parlait de monter un bilan. C'était une expression qu'employaient souvent les vieux Mmh. comptables, parce que concrètement, ils passaient des écritures sur des feuilles à décalque et ils les empilaient les unes sur les autres, et à la fin, par décalque, ça faisait, l'actif, le passif. Enfin, c'était quand même une science qui était assez pointue, et on avait du mal, à découper, la tenue de la révision, parce que justement, cette science, cette technique un peu lourde faisait que c'était, extrêmement compliqué d'aller réviser des comptabilités qu'on n'avait pas tenues. Donc il y avait déjà cette raison un peu technique qui fait que ça pouvait expliquer que la tenue, était inclus, dans le périmètre, dans l'article 2. Et puis bon, après, il y a aussi une raison un peu fiscale dans nos métiers. On est, un pays, ça vous a pas échappé, assez colbertiste, Mmh. où tout vient du haut, et quand on fait des comptes, dans les entreprises, on les fait bien sûr pour des raisons économiques, mais on les fait aussi, pour des raisons fiscales. Et on a, un État, centralisateur qui a une volonté, quand même assez forte de sécuriser l'assiette de l'impôt, et donc, qui a peut-être, entendu par la mise en place de ces prérogatives, sécuriser tout ça en confiant ces missions-là à des professionnels réglementés. On a d'ailleurs en France des comptes, un plan comptable qui est, assez guidé par, les soucis ou les besoins fiscaux. On Mmh. a des états fiscaux qui ressemblent quand même pas mal à, enfin, on a quand même des comptes qui sont très, très guidés par la volonté de déterminer l'assiette de l'impôt. Les anglo-saxons ont des présentations de comptes qui sont plus économiques que les nôtres. Nous, on a quand même des présentations de comptes qui sont très, très fiscales. Ouais, d'accord, d'accord, et quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit que pour vous, cette ordonnance de 45, elle avait été, alors je reprends vos termes, vous me dites si, enfin, je sais plus si c'est vraiment vos termes ou pas, mais en substance, c'était ça? C'était un peu mal écrit? Et c'est ça l'idée? Disons que, enfin, elle était, je pense pas qu'on puisse dire qu'elle avait été mal écrite à l'époque. Je pense qu'elle a mal vieilli. Voilà, c'est plutôt D'accord. ça que je voulais dire. Parce qu'elle a été écrite à une époque où, bah, comme je le disais un peu tout à l'heure, la technique était pas ce qu'elle est aujourd'hui, la technologie, et donc on comprenait bien, pourquoi, il y avait cette histoire de tenue dans cet, alinéa 2 d'article 2. On va dire que le rédacteur, définissait un peu notre mission comme un tabouret à 3 pieds. La mission de l'expert comptable, c'était tenir, réviser, tenir les comptes, les réviser et établir les comptes. Voilà, il y avait ces 3 pieds.
et ces 3 pieds étaient un peu, indivisibles, enfin, ou non désolidarisables les uns des autres. Et ça pouvait se concevoir en 45, ça pouvait se concevoir, jusque dans les années 2000, ou jusque dans les années 80 plutôt. Mais bon, la technologie a évolué quand même, et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on puisse, aussi bien, aussi facilement dire que la tenue, est un des pieds du tabouret, avec un tabouret qui peut pas tenir sans les Mmh. 3. C'est-à-dire que je suis moins certain, de la nécessité d'inclure la tenue dans une prérogative, au sens où techniquement, heu, elle peut être détachée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, dans les entreprises, où on fait de la révision, hein. La tenue n'est pas faite par les experts comptables, c'est ce qui se passe, voilà, donc voyez-vous, cet argument, technique qui faisait que la tenue était, nécessairement indissociable du reste, bon, il a peut-être, pas bien vieilli, voilà. Mmh. C'est ce que je voulais Mmh. dire un petit peu, dans le sens où, quand on explique que la tenue, puisqu'on va parler, de tenue bien évidemment quand on parlera de réglementation, on va limiter tous nos échanges à l'aspect de la tenue. Sur le plan technique, voilà, peut-être qu'on peut se demander si voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Ouais, et donc on comprend, du coup, les doutes que vous émettez sur, la pertinence encore de cette écriture, de cette manière dont ce texte est Ouais, écrit. disons des interrogations, quoi. Des interrogations, Je suis pas, exactement. voilà, je suis pas complètement, sûr de pouvoir affirmer aujourd'hui qu'il est indispensable que la tenue soit faite par un expert comptable, pour que l'expert comptable puisse faire sa mission, de façon sécurisée, voilà. Je suis Mmh. pas Et donc c'est quoi les différentes positions dans la profession à ce sujet? Parce que donc il y a des débats, on en parle. Heu, Comment est-ce que vous cartographieriez, je ne sais pas si je dis bien le vous comprenez l'idée? Un peu les forces en présence sur ce sujet? Ce qui me dérange un petit peu dans le débat d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il est, concentré sur 2 visions complètement opposées. Une vision, très, comment dire? Une vision du périmètre d'expert comptable très large, incluant la tenue, disant: «Voilà, on ne touche à rien». Le monopole ou la prérogative d'exercice englobe, tout ce que prévoyait, l'article 2 de l'ordonnance, et donc comme l'article 2 de l'ordonnance, parle clairement de tenue, puisqu'il dit que l'expert comptable fait profession de tenir. Là, bon, bah, il y a une vision extrêmement comment dire? Large de ce périmètre, disant que, dès qu'on fait de la tenue sans être un expert comptable, et ben, on est en exercice illégal, voilà. Ça, c'est une vision, très large, et puis, et à l'opposé, il y a des gens discutent sur la déréglementation de la profession, Mmh. dans une vision assez large de la déréglementation. Moi, je sais pas, je m'interroge là-dessus, je me demande si on peut pas avoir une espèce d'approche un peu plus mesurée, un peu plus modérée, en concentrant nos discussions, uniquement sur la tenue. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, mon propos, il est de dire que s'il y avait besoin d'être expert comptable pour faire de la tenue, bon, ben, voilà, ça se saurait. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs dans ce débat, c'est que ce sont les mêmes, je parle des partisans d'une tenue complètement intégrée dans le monopole, ce sont les mêmes qui nous disent, que l'expert comptable, c'est quelqu'un qui a un bac+8. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on pourrait faire un petit pas un podcast bien sûr, mais une petite discussion, et qui en même temps, nous explique que bon, ben, un bac+8, c'est ça fait de la tenue, quoi. Moi, ça me dérange un peu. J'ai pas fait, ces études-là, et je considère pas qu'un expert comptable, pour moi, c'est quelqu'un, dont la mission, est aussi de faire de la tenue. Alors bien sûr, on le délègue à nos collaborateurs, hein, donc mais bon, vous voyez, dans le passé, c'était compliqué de faire de la révision sans avoir fait de la tenue. On faisait 2 fois le même boulot, tout ça, machin. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, la tenue se détache assez naturellement du reste. Il y a pas, voilà. Alors après, est-ce qu'il faut être expert comptable pour faire de la tenue? Je suis pas sûr, voilà. Mmh. C'était ce que je disais. Heu, donc on a des partisans de la réglementation, d'une hyper-réglementation, qui sont absolument accrochés à ce monopole de la tenue, et qui ont un peu comme, on va dire, comme supporteurs, si j'ose dire,
Bercy qui lui, bon, bah, est un peu, attaché à conserver, cet établissement de compte, cette tenue dans la prérogative. Ça permet tout simplement de surveiller plus facilement, je pense, l'établissement des comptes, enfin la sécurisation de l'assiette fiscale. Après on a, bon, les éditeurs qui veulent pas se fâcher avec les experts comptables, mais on voit bien, que la technologie évolue et on voit bien que, bon, il y a quand même quelques intervenants, quelques acteurs qui commencent à proposer des solutions qui remettent un peu en question le sujet, hein. On a des acteurs extérieurs à la profession, ou même des acteurs intérieurs à la profession qui commencent à bouger un peu. Donc, Mmh. ce sujet-là il commence à être un peu ébranlé par les technologies et bon, il est peut-être temps, et d'ailleurs c'est un peu peut-être pour ça que vous faites ce podcast, il est peut-être temps de le poser un peu sur la table en se disant: est-ce que la tenue en elle-même doit rester, absolument impérativement dans la prérogative d'exercice? Mmh. On parlait aussi lors de notre dernier échange, on a beaucoup parlé aussi depuis, de l'arrivée des fonds d'investissement dans la profession. Comment est-ce que vous voyez, ce sujet enfin, comment est-ce qu'eux voient ce sujet selon vous? Bah, comme je l'avais un peu dit dans notre, intervention précédente, les fonds, bon, ils entrent, tout doucement dans la profession et ils sont un peu, on va dire, c'est le caractère réglementé de la profession, met un petit peu de frein à ça. C'est ce qui explique, je pense, qu'ils y vont doucement. C'est qu'on est une profession dans laquelle on a, il y a des contraintes d'entrée, il y a des contraintes de sortie. Mmh. On a une réglementation, on est une profession réglementée, donc par définition, ils sont pas sûrs de pouvoir en sortir facilement Mmh. et donc forcément, la tenue, le monopole de la tenue est aussi un sujet qui peut les amener à réfléchir, quoi. Bon, voilà, je pense que, enfin, cette histoire de tenue, c'est un c'est peut-être un élément qui contribue à mettre de l'immobilisme dans un sujet qui devrait peut-être pouvoir bouger un peu. Mmh. OK. Et donc vous disiez, à un moment juste avant que, la question en fait centrale pour vous, sans être dogmatique, pour ou contre, c'est la nuance. En général, il y a 2 lectures du coup un peu absolues qui s'opposeraient, celle de déréglementer totalement et ça pour vous c'est pas envisageable, à ce que j'ai compris, ça aurait pas forcément de sens. Et en même temps, bah, tenir fermement le monopole, très, très, comme il est actuellement. Donc l'idée, ce serait de nuancer, d'avoir une position entre les 2. Mais comment est-ce qu'on y arriverait très concrètement selon vous? Bah, déjà, en se posant la question. Je pense qu'à partir du moment où on met sur la table, le sujet de la tenue dans la prérogative d'exercice, on ouvre le débat. Mmh. Je j'ai pas la prétention de le fermer, au contraire, moi, l'objectif, c'est de l'ouvrir. C'est de dire: «Bon, réfléchissons ensemble à cette histoire de tenue», parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, la technologie vient un peu faire évoluer les choses, hein. Aujourd'hui, on a des systèmes, un peu l'intelligence artificielle va beaucoup, voyez-vous, il y a plein de choses qui vont faire évoluer le sujet. Bon, l'intelligence artificielle progresse régulièrement Mmh. et progresse, on va dire de façon très rapide, hein, si on fait un parallèle avec d'autres sujets, moi, enfin, si on regarde l'histoire de l'aviation, au début du XXe siècle, on avait du mal à traverser la Manche en avion Mmh. et puis 60 ans plus tard, on se posait sur la Lune, hein, donc faut pas se faire trop d'illusions. La technologie va progresser, on n'en est qu'au début du sujet, ça va évoluer très vite. Ça, c'est un premier sujet. Mmh. Et puis il y a d'autres sujets aussi, dans cette histoire de tenue. C'est qu'à partir du moment où on considère que c'est la prérogative d'exercice absolu des experts comptables, ben, on pose des problèmes, on pose un enfin on on aborde le sujet d'une façon dont on peut se demander si elle est encore dans l'air du temps aujourd'hui, voilà, si elle résistera très longtemps à l'évolution de la société. Voyez-vous, il y a 3 sujets, qui m'amènent à penser que cette histoire de tenue, enfin, ou moins qui m'amènent à me poser des questions, Mmh. sur, le premier sujet, c'est la technique. On en a déjà parlé, on va pas en reparler. Le deuxième sujet, il est économique. Voyez-vous, quand on dit, que la tenue est dans la prérogative d'exercice des experts comptables et donc on interdit quelque part, aux experts comptables de recourir à, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est le recours à la sous-traitance.
Et donc on interdit aux experts comptables de recourir à de la sous-traitance auprès de professionnels qui ne sont pas membres de l'ordre. Ça veut dire qu'on nous condamne, nous, experts comptables, à fonctionner dans notre entreprise, dans une logique uniquement salariale. Moi, je suis un libéral au sens large du terme, économiquement, et tout ce qui me crée une contrainte me dérange un peu. Je le comprends quand je dis que ça me crée une contrainte dans mon rôle de chef d'entreprise. J'admets la contrainte quand elle apporte, quelque chose au marché, je la comprends. Elle me Mmh. semble parfaitement légitime à partir du moment où elle amène de la sécurité, où elle amène et cetera. Mais voilà, il faut quand même toujours se poser la question de savoir si ça apporte quelque chose au marché, d'obliger les experts comptables à faire leur métier en ayant uniquement recours, à du salariat. J'en suis pas sûr sur le plan économique, je de ça me je vois la contrainte que ça m'apporte, ça, et je pense notamment aux plus petits cabinets. Il y a des phénomènes de paliers dans nos métiers, où quand vous exercez au début, vous avez quelques clients, puis vous grossissez, vous vous posez la question d'embaucher un salarié ou pas. Est-ce que vous Mmh. avez les moyens? Est-ce que vous avez le volume? Bref, on voit une contrainte apparaître, donc déjà, on a une opposition de coûts fixes et de coûts variables. Je ne sais pas trop si cette contrainte, est dans l'air du temps. Je ne sais pas trop si elle est intelligente même dans l'exercice de notre métier de chef d'entreprise. Donc vous voyez, je me pose des questions sur le plan économique, et puis je m'en pose également sur le plan sociologique parce que je regarde autour de moi. Alors il se trouve que j'ai des enfants qui ont, plus de 20 ans maintenant, enfin qui sont des jeunes adultes. Je vois un peu ce monde, de la génération, enfin des différentes générations, et je me rends compte, et je le vois aussi dans mon cabinet, la génération actuelle, bah, le statut de salarié est peut-être pas un statut auquel, enfin, qu'elle valide aussi facilement que par le passé. Nous, on se posait pas de questions, quand j'étais jeune, on n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix, on se posait aucune question, on était salarié, c'était naturel. Aujourd'hui, les jeunes, ce que je constate, c'est ils ont un rapport au travail qui est complètement différent de celui qu'on avait, et ce rapport au travail, ils veulent faire un travail qui a du sens, ils veulent, bon bref, exercer d'une façon qui leur permette d'avoir une vie parallèle compatible avec leurs attentes. Et bah, quelque part, on peut se demander si le statut de salarié, est complètement compatible avec ça. Et or, en fait, en mettant la tenue dans la prérogative des experts comptables, et en quelque part en obligeant, en restreignant la possibilité de faire de la tenue comptable, à un statut exclusivement salarié, eh bien, je pense qu'on peut se poser la question de savoir si ça ferme pas les portes, à des jeunes qui auraient peut-être envie de faire ce métier, mais qui n'ont pas envie de le faire, en salarié. Je parle bien sûr, quand je parle du métier, je parle pas du métier d'expert comptable, hein. Je parle Mmh. tout simplement du métier de comptable, d'un métier consistant à traduire des flux en mettant des numéros de compte en face, et à s'épanouir en faisant ça et en faisant des rapprochements de banque, et du pointage client fournisseur. On a des dizaines de milliers de personnes qui font ça tous les jours, en salariés dans les entreprises, salariés dans les cabinets, et cetera. Et il y a pas, voilà, et ces gens-là, à partir du moment où on leur dit: «Bah non, la seule façon d'exercer ce métier-là, c'est de le faire comme salarié», et bah, il n'est pas impossible qu'il y ait une frange de ces gens-là, une partie de ces gens-là qui s'épanouissent pas là-dedans, et qui est pas, voilà, qui nous fasse, nous remettre en question. Je comprends et donc il y a, aussi une action un peu opérante de la technologie qui va faire que sous cette contrainte du salariat, que vous mentionnez là, et bien la technologie va devenir encore plus intelligente aussi pour pouvoir pallier à cette difficulté, notamment de recrutement qu'on On est dans un métier de on est dans un pays, on est dans un pays à coût, salarial élevé, les prestations de services font appel à, enfin la réalisation de prestations de services fait appel à de la main-d'œuvre qui est quand même assez qualifiée. Heu, le coût va pas aller en diminuant, le coût salarial va pas aller en diminuant. Donc forcément, à un moment ou à un autre, mais là on revient un peu à ce qu'on dit depuis le début, forcément à un moment ou à un autre, la technologie de toute façon va nous mettre tous d'accord sur le sujet de la tenue. C'est-à-dire que il faut se faire à mon avis aucune illusion sur le sujet. La tenue sera faite par les machines, dans un avenir, alors je sais pas dire quand, mmh. mais la tenue va être faite par les machines, voilà, il y a pas, pour moi, il y a pas trop de débat là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis que s'arc-bouter, sur la tenue, dans la prérogative d'exercice en disant: «Ça, c'est le monopole expert comptable», je sais pas si c'est pas un peu un discours un peu, d'arrière-garde, quoi.
Je Mmh. comprends les partisans de ce discours-là, ils ont peur en fait, d'ouvrir la brèche en fait. Vous voyez? Ils ont un peu peur, je pense, hein, en tout cas, je vais pas réfléchir à leur place, mais je pense qu'ils ont peur, qu'en lâchant ça, on fissure le mur et que la digue s'effondre et qu'en fait toute la profession soit déréglementée. Voilà, c'est un peu, l'impression, enfin c'est le sentiment, qu'ils me donnent quand je les écoute. Parce que bien évidemment, on peut aussi admettre qu'ils veulent préserver la tenue dans la prérogative d'exercice pour préserver, du chiffre d'affaires, Mmh. mais ça, c'est une vision, extrêmement, on va dire, restrictive de l'expert comptable. Un expert comptable, heu, c'est quelqu'un, si les experts comptables vivent de la tenue, ils en vivront de moins en moins bien. Un expert comptable, c'est d'abord quelqu'un qui fait appel à son cerveau. Moi, j'ai tendance à dire que mon métier d'expert comptable commence quand on m'amène des comptes, déjà un peu révisés, que je peux exercer mon jugement professionnel. Mais voilà, je sais pas si, on va continuer à vivre longtemps de la tenue comptable, hein. Bon, il y a beaucoup de débats sur le sujet. Il y a des think tanks qui nous disent que non. Bon, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Mais voilà, vous voyez, il y a ces 2 partisans de la tenue, dans la prérogative d'exercice. Je pense il y a 2 craintes. La première crainte, c'est de dire, bah, si on nous enlève la tenue, on va mourir de faim. Ça, je suis pas sûr. Au contraire, je pense que la technologie va nous alléger, tout ça et qu'on pourra, faire notre vrai métier. Et il y a la deuxième crainte qui est de dire, si on libéralise la tenue, on va fissurer le mur, on va fissurer la digue et la digue va être emportée par le flot. Là aussi, j'ai les plus grandes réserves sur cette vision-là, quoi. Je suis pas sûr, que et je dirais même que c'est presque l'inverse dans ma tête, voyez-vous? Mmh. Je me demande si en ne mettant pas, en n'empilant pas des sacs de sable, contre cette digue-là, en se disant que si, qu'en sécurisant la tenue, on sécurisera la réglementation, je me demande si au contraire, à l'inverse, on fait pas, on cause pas du tort, à la réglementation, au caractère réglementé de la profession. Est-ce que vous voyez? Je me dis qu'à force de s'arc-bouter sur la tenue, dans la prérogative d'exercice, on risque de faire sauter toute la digue. Parce que le marché extérieur, c'est un peu, on va prendre le parallèle avec les taxis. Heu, Uber est arrivé et Uber a eu le succès qu'on lui connaît parce qu'un type, un jour, attendait un taxi à Roissy et puis, bah, il a attendu longtemps et quand le taxi est arrivé, bah, le service était pas sympa. Le type prenait pas la carte bancaire, il avait pas envie de lui faisait la gueule, enfin bon bref, je vais pas refaire le truc, tout le Mmh. monde connaît, l'histoire et donc, bah, il a créé Uber. Et puis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le monopole des taxis, bah, il y a eu une brèche qui s'est ouverte et puis, bah, quand on regarde l'histoire à la fin, maintenant, les taxis sont beaucoup plus sympas, et ça a fait beaucoup de bien. Et donc je sais pas si, en s'arc-boutant sur la tenue, on risque pas de voir apparaître un Uber de la compta, à un moment qui va nous mettre tout ça par terre et qui va déréglementer en disant: «Bah, les experts comptables finalement, au fond, voilà, la technologie». C'est l'intelligence artificielle qui va faire d'ailleurs, je pense, enfin, pardon, pas l'intelligence artificielle, c'est la facture électronique, à mon avis, qui va faire bouger beaucoup tout ça. Mmh. Parce que quand on aura la facture électronique, bah, les flux, ils seront complètement ou quasiment complètement dématérialisés. Oui. Donc de facto, la tenue, elle va se faire par des machines, hein. Mmh. Voilà, alors, bon, peut-être pas de façon aussi directe que je le dis aujourd'hui, mais la facture électronique va donner un coup d'accélérateur, à mon avis, Accélérer à ce le sujet-là. C'est pour ouais. ça que je dis que s'arc-bouter à tout prix sur la tenue, c'est courir le risque de nous faire apparaître, aux yeux des tiers. Il faut toujours se mettre à la place du marché dans ces affaires-là. Il faut toujours, essayer de regarder le sujet sous l'angle du marché et le marché, lui, à part Bercy, alors qui est le marché? Qui sont nos clients? Est-ce que notre client, c'est Bercy ou est-ce que notre client, ce sont, les entreprises, qui veulent qu'on sécurise l'assiette de l'impôt, bien sûr, mais qui veulent qu'on ait une approche un peu dynamique du sujet? Voilà, à partir du moment où on comprend que nos clients, c'est des entreprises et ça on le sait tous, et ben, on se rend compte que ce qui compte pour une entreprise, c'est d'avoir un partenaire qui lui assure le meilleur service au coût le plus faible, hein. Mmh. Donc, absolument, intégrer la tenue dans le monopole de l'expert comptable en niant,
les évidences technologiques, ça court le risque de nous faire apparaître comme des gens un peu rétrogrades, et peut-être que le marché dira finalement, est-ce qu'il y a besoin des experts comptables? Alors, tant que Bercy, je dirais notre meilleur allié, c'est Bercy. Puisque Bercy, lui, va sans doute continuer à dire: «Si, si, il faut des experts comptables», sauf que le jour où ça arrangera plus Bercy, il nous lâchera comme, il nous lâchera. Donc il faut pas trop se faire d'illusions là-dessus non plus. Il faut toujours rester à l'écoute de son marché. Notre client, c'est pas Bercy. Notre client sont les entreprises, et donc il faut toujours se mettre à la place du client dans ces débats-là. Et le Mmh. client, lui, il s'en fiche de Mmh. ces sujets-là. Il s'en fiche Oui. complètement. Oui, très certainement. Voilà. Il y a un sujet que vous avez, qu'on a effleuré à plusieurs reprises dans l'échange et on peut rentrer dedans un peu plus en profondeur, c'est celui des illégaux. Donc le délit d'exercice illégal, est caractérisé par différents critères. Déjà, le fait de ne pas avoir de diplôme d'expertise comptable, de ne pas être inscrit à l'ordre, pardon, et d'exécuter un acte comptable, c'est-à-dire qui, relève de l'ensemble des travaux relevant de la prérogative d'exercice d'un expert comptable. C'est aussi, un exercice illégal, caractérisé par le fait de le réaliser en son nom propre et sous sa responsabilité. Et puis, il y a une question d'habitude aussi qui se mesure par, le nombre de clients et le nombre d'opérations. Et alors là, la règle est simple, c'est qu'il suffit de 2 clients ou de 2 actes comptables pour dire qu'une personne, est dans un délit d'exercice, de profession d'expertise comptable. Donc si ce délit d'exercice est avéré, il y a oui, vous alliez préciser une chose? C'est bon? Non, je disais que voilà, on a eu, bah, je pense que vous allez faire allusion à cette décision de jurisprudence assez récente, qui, on va dire, qui fait dessiner un grand sourire sur le visage des partisans de la tenue absolument prérogative d'exercice. Mais voilà, si on revient au texte, cet article 20 de l'ordonnance, il dit que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, hein, l'exercice illégal de la profession, c'est celui qui, n'est pas inscrit au tableau et qui fait, des travaux habituellement, vous avez rappelé la notion d'habitude, des travaux prévus par les 2 premiers alinéas de l'article 2, on en a parlé tout à l'heure. Et donc ces travaux, c'est tenir, réviser, centraliser, arrêter les comptabilités, et cetera. Bref, donc on va dire ces travaux, c'est, tenir les comptes, les réviser et les établir. Voilà, on va dire ces 3 sujets-là. Alors après, il y a un débat. Cet arrêt aujourd'hui dit, l'exercice isolé de n'importe laquelle de ces activités caractérise l'exercice illégal dès lors qu'elle est habituelle. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que dit cet arrêt. D'abord, les juges n'ont pas toujours dit ça. On a, par le passé, eu des décisions de justice, avec des juges qui, considéraient que l'exercice illégal était caractérisé par la réunion, des 3 piliers de ce tabouret. C'est-à-dire que l'illégal, il tenait les comptes, il les révisait et il faisait des liasses fiscales. Il établissait les comptes, voilà, c'était ça. D'accord. Et donc à partir du moment et donc dans une construction intellectuelle, qu'on peut trouver, enfin, le juge considérait que s'il n'y avait que l'exercice isolé d'une seule des activités, ça caractérisait pas l'exercice illégal de l'activité d'expert comptable, puisque le type qui faisait que de la tenue, et pour des comptes qui étaient révisés par des experts comptables et établis par des experts comptables avec leur signature, il n'y avait pas d'exercice illégal. Donc voyez-vous, les juges souvent, ils ont une vision, enfin, ils donnent des positions qui sont des positions souvent un peu dictées par le politique. Donc, on a eu dans la mandature, 2020-2022 de notre institution, des partisans d'une vision, justement de cette vision extrêmement, dure, du périmètre, extrêmement, incluant la tenue. Et on peut se demander si quelque part, cette décision n'a pas été un peu influencée par cette lecture politique extrêmement restrictive de la, Mmh. on peut enfin moi je me le suis demandé, voilà, je me suis demandé, je me suis posé la question. Voilà, j'ai vu d'autres décisions de jurisprudence antérieures, dans lesquelles le juge expliquait que, bah, l'illégal, il faisait, la tenue, la révision, et les Oui, comptes. c'était les 3 piliers ensemble et du coup, mmh. Exactement. Aujourd'hui, on nous dit: «Bah non, un seul des piliers, c'est de l'illégal». Bon,
Mmh. À ce propos, j'ai échangé avec un de vos confrères experts comptables, il y a quelque temps et il m'écrivait un message et du coup, je pense que ça va, éclairer le sujet d'une manière un petit peu, complémentaire. Lui disait: «Mon expérience récente m'a démontré que les illégaux n'arrivent jamais à se "contenter" entre guillemets d'un simple suivi administratif. Façon subtile d'éviter de parler de la saisie et se posent souvent en donneurs de leçons vis-à-vis d'experts comptables, selon eux hors du coup et qui ne comprennent pas la réalité économique des TPE. L'ensemble des clients que j'ai récupérés chez les illégaux avaient des entreprises dans un état déplorable, que ce soit d'un point de vue comptable, fiscal et ou social. Finalement, les 8 années d'études auraient peut-être une utilité. J'ai longtemps pensé que la prérogative d'exercice concernant la saisie n'avait que peu d'utilité et desservait notre profession. Plus le temps passe et plus je suis convaincue du contraire. Qu'est-ce que vous pensez de ce message? Bah, vous avez compris dans tout toute notre Oui, je discussion sais. précédente que je suis pas forcément, du même avis. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un expert comptable? Heu, Est-ce que c'est quelqu'un dont la mission s'arrête une fois que les comptes sont établis? Mmh, C'est pas ma vision en tout cas, bien sûr, ça fait partie du job mais pour moi un expert comptable, c'est quelqu'un qui va au-delà des comptes. C'est quelqu'un qui accompagne le dirigeant, heu, c'est ce qu'on appelle le conseil bien sûr, mais donc du coup qui se projette un peu dans les comptes et donc forcément à partir du moment où on considère que son métier est terminé, une fois que l'alias fiscal est envoyé, je comprends parfaitement qu'on puisse dire: Je suis en concurrence frontale avec un illégal», parce qu'au fond un illégal il apporte rien de plus que ça, hein. Un mmh, illégal effectivement je comprends cette position de ce confrère, il se sent menacé par l'illégal ou du moins parce qu'il il va, il va être exactement sur le même terrain de jeu. Et c'est vrai que ce terrain-là, c'est un terrain de TPE et notre intervention à nous, les experts comptables, elle est essentiellement dans le domaine de la TPE. On est d'accord. Pour autant, il faut regarder les choses, un petit peu en face. On a dans notre exercice professionnel, bah, des salariés dans notre cabinet, hein. Bon, quand on parle d'illégal, pour reprendre un petit peu ce que disait, mon confrère quand il disait que l'illégal se sent pousser des ailes, qui se contente pas de la tenue. C'est possible, bien sûr, il y en a des cas de figure, on en connaît tous des illégaux qui se prennent pour des experts comptables, qui ont jamais eu le diplôme et qui s'imaginent que voilà, on en a. Mais est-ce que c'est vraiment tout le sujet? Est-ce que c'est simplement est-ce que c'est, mmh, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est ça. Il faut jamais, faut pas être complètement naïf sur ce sujet-là. Des illégaux, si on va par là, comme je le dis de temps en temps, parfois on en a, sous notre nez parce que dans nos collaborateurs de cabinet, au sein de notre cabinet, qui peut s'assurer, qui peut être complètement certain, que l'ensemble de ses équipes, que dans toutes ces équipes, il n'a pas des gens, qui le week-end, font des comptas, pour des copains, pour de la famille, des choses comme ça. Bon voilà, et pourtant ces salariés, ils ont pas le diplôme et quand ces missions-là sont faites, sans qu'il y ait, on va dire, sans que ça s'inscrive dans un cadre de lien de subordination avec le cabinet, sans que le cabinet facture, bah, je ne sais pas si on n'est pas en train de parler mmh, d'exercice illégal. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, voilà. Pour moi, mmh. il faut distinguer 2 types d'illégaux. Il y a les illégaux comme ceux que décrit mon confrère, qui sont des illégaux, des gens qui se prennent pour des experts comptables. OK, et là, je rejoins ce que dit mon confrère quand il dit, voilà, ils se prennent, bon. Et puis il y a un deuxième type d'illégal au sens de la définition, des textes tels que la récente jurisprudence, Mmh. qui sont des gens, comme je le disais un peu tout à l'heure, qui veulent faire ce métier de comptable, qui n'ont pas forcément d'aspiration, très large, qui ne se prennent pas pour des experts comptables. Ils sont à leur place, ils veulent faire de la tenue, ils veulent faire de la justification de compte, ils veulent pas forcément le faire dans un cadre salarial et quelque part, en les contraignant à exercer cette activité-là dans un cadre uniquement salarial, est-ce qu'on peut se poser, en tout cas je pose la question, est-ce qu'on ne fabrique pas nous-mêmes quelque part des illégaux en excluant, de ce métier, des gens qui voudraient le faire, qui n'ont pas vraiment envie de faire des comptes, qui n'ont pas enfin de faire d'établir des comptes, vous voyez? Mmh. En les contraignant, à faire ce métier uniquement dans une relation salariale avec un expert comptable comme patron,
et ces gens-là, s'ils sont pas prêts à accepter ça, du coup, et qui aiment leur métier malgré tout et qui veulent l'exercer, est-ce qu'on n'est pas un peu des fabricants d'illusions? Faut regarder les choses dans leur globalité. On est nous, les experts comptables, on a fait des études. Alors bon, après, bac plus 8, on peut revenir dessus. Moi, je suis désolé, mais je pense qu'un bac plus 8, c'est un gars qui a fait une thèse, un doctorat, enfin quelque chose d'évolué. On en a vu quelques-uns. Moi, j'ai pas la prétention. Enfin, pour moi, un expert comptable, c'est pas un bac plus 8. Je le dis un peu brutalement, mais ça me fait. Je pense que c'est même limite insultant pour ceux qui ont un bac plus 8, un vrai, de nous comparer à eux. Et d'autre part, en plus, en même temps, je trouve ça un peu ridicule, mais je l'avais dit tout à l'heure, d'expliquer dans la même phrase qu'un expert comptable, c'est un type qui a un bac plus 8, et dans la même phrase de considérer que notre métier, c'est de faire de la saisie, de faire des CA3 et de faire des liasses fiscales. Voilà, ça, Mmh. je Oui, suis pas vous sûr qu'il y ait pointez une besoin d'un bac plus contradiction. 8. Mmh. Ouais, clairement, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire un bac, qu'il y ait besoin d'un bac plus 8 pour faire ça. La preuve en est qu'on a quand même dans nos cabinets 160 000 collaborateurs à peu près. Je crois que c'est l'effectif salarié de la profession en France. Et donc, et on est 20 000 diplômés. Donc, s'il fallait avoir fait un bac plus 8 pour faire ce job-là, eh ben, on a Mmh. nous-mêmes la réponse voilà, à la question. Donc, voyez-vous, ces illégaux-là dont on parle, la deuxième catégorie, ceux qui voudraient vivre de la tenue, de la révision, je suis pas sûr qu'ils se sentent pousser des ailes. Voilà. Je pense que quelque part, en les privant de cette capacité de faire ce métier-là, et de faire après appel à un expert comptable en toute transparence et en toute et en comme des professionnels, chacun dans son camp. Voilà, je pense qu'en les privant de ça, je me demande si on n'est pas nous-mêmes des fabricants. On contribue pas à fabriquer ça. Voilà, c'est ce que je me pose la question. Je me pose la question et je me la pose. Euh, de façon de plus en plus forte, quoi. Voyez-vous, il y a dans notre marché, malgré tout, tout un tas de TPE euh, pour lesquels qui ont voilà une vision de l'expert comptable. Ils ont le client qui a pas de capacité contributive, qui veut une liasse fiscale. Bon, bien sûr, il gagne pas très bien sa vie. Il veut payer le moins cher possible. Et quand il a un expert comptable qui lui dit moi la liasse c'est 3000 et qu'il a un type qui lui dit enfin là je change de sujet bien sûr, mais je suis pas en train Mmh. du tout de défendre les légales, hein, mais je dis qu'il faut qu'on fasse attention quand même au marché d'une manière générale. Et je dis qu'à partir du moment où on a des clients, ou du moins on a des dirigeants de TPE qui considèrent que faire appel à un expert comptable, c'est cher, que j'ai pas de contrepartie du titre, et c'est pour ça qu'ils font appel à ces idiots-là. On peut aussi se poser des questions sur nous-mêmes. Je Mmh. suis pas en train du tout de légitimer l'exercice illégal, pas du tout, hein. Mais ce débat consistant à dire l'illégal, c'est quelqu'un qui fait du mauvais boulot et qui met en danger les entreprises, ouais, il faut faire attention à ça. C'est pas, ça existe, OK, ça existe, mais il faut pas non plus qu'on se prenne, si je peux me permettre l'expression, il faut pas non plus qu'on se prenne pour des phénix. Ouais. On n'opère pas à cœur ouvert, hein, on n'envoie pas des fusées sur la Lune, on est des experts comptables, OK, on fait un métier technique, un métier assez fin, mais quand on limite l'exercice de son métier à faire de la tenue, de la CA3 et des liasses fiscales, quand on soi-même on se limite parce que on n'a pas soit une vision un peu plus large que ça du métier, soit on n'a pas les clients pour, ben, effectivement, on est en concurrence directe et frontale avec des gens qui n'ont pas le diplôme. De là à considérer que tous ces gens-là sont des mauvais professionnels et que nous, parce qu'on a le diplôme, on serait forcément d'excellents professionnels, je crois que c'est Mmh. un peu réducteur. Je OK. dis pas que c'est pas vrai, mais je pense que c'est un peu réducteur, voilà. On l'a effleuré, rapidement, effectivement, c'est l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2022 qui tranche avec précision, hein, et fermeté la question de la sous-traitance. La lecture de la Cour de cassation, c'est que c'est la qualité de l'auteur qui effectue les travaux de sous-traitance qui compte. Un cabinet d'expertise comptable ne pourra plus détacher quelqu'un auprès du sous-traitant pour effectuer les contrôles sur le travail effectué. Le sous-traitant pourra être poursuivi pour exercice illégal, mais l'expert comptable donneur d'ordre également. Donc c'est la question de la sous-traitance qui est résolue, hein, avec cet arrêt de la cassation. Est-ce que comment ça se passe pour vous, dans la réalité depuis début 2023? Parce que cet arrêt date d'octobre 2022. Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que la sous-traitance, qui est une variable d'ajustement, à laquelle pouvaient avoir recours, un certain nombre de cabinets, est, en passe d'être,
totalement fini. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, sur le terrain, dans les échanges que vous avez? On en parle avec des confrères, alors après bien sûr, on a toujours tendance à discuter avec les gens qui pensent comme nous, parce que la contradiction, ça oblige à se poser des questions, à se remettre en question. Mais cet arrêt, il a rendu pas mal de gens perplexes, quoi. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, il va pas dans le sens, Mmh. de mon Je point de comprends. vue, il va Moi pas dans le mmh. sens de l'évolution naturelle des choses. On revient en arrière, on crée une contrainte supplémentaire. Mmh mh. Moi, en tant que chef d'entreprise, ça me ça me crée une contrainte supplémentaire. Je fais pas appel à de la sous-traitance, donc Mmh. quelque part, ça me la crée pas directement, mais ça me ferme une porte qui aurait pu être ouverte et ça me dérange toujours comme libéral, voilà. Je comprends. Il y a une situation qui m'interroge aussi, c'est, la persistance d'entreprises, alors on va pas forcément les nommer, mais qui proposent des services d'assistants administratifs aux clients finaux ou même aux cabinets d'expertise comptable. Il y en a un certain nombre sur internet, c'est pas très compliqué de les retrouver et qui donc proposent cette externalisation pour les cabinets. Où se trouve désormais on peut s'interroger aussi sur où se trouve la frontière entre ce qui est permis de faire et ce qui est strictement interdit, à partir de maintenant, je trouve. Bah, si on a une lecture, absolue de cet arrêt, faire de la tenue dans un cadre autre que salarié d'un cabinet d'expertise comptable ou salarié d'une entreprise, qui en a expert comptable, c'est interdit. Mmh mh. Si on a une lecture alors, bon voilà, maintenant, le truc c'est que la technologie va nous régler le problème, hein. On n'est pas Il faut pas trop se faire d'illusions. Enfin, cet arrêt-là, heu, il règle aucun problème. Mmh. Il prétend clarifier, le paysage, de l'exercice illégal. En réalité, ça va je pense que ça va être un prétexte à l'accélération de la technologie. Pennylen quelque part, un outil comme un autre qui peut déjà être une première réponse à cet arrêt, hein. Puisqu'on veut pas, dans cette vision un peu restrictive, puisqu'on veut absolument pas, que la tenue soit faite par, d'autres personnes que les salariés d'experts comptables, et ben, la réponse, ça sera les machines. On Mmh. on on aura on aura, on aura la techno et on l'aura de plus en plus vite, hein. Vous savez, il y a pas voilà, c'est ce que je pense. Je pense que le marché, trouvera sa réponse, ailleurs, que dans cette décision de jurisprudence. Le marché, la technologie s'accélérera et 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 les machines vont évoluer de plus en plus vite et ils proposeront des services et donc au final, celui qui vivait de la tenue, et bah, à mon avis, du fait de cet arrêt, il risque de se retrouver, encore plus, et encore plus rapidement, en danger, heu, et confronté à l'évolution d'une technologie qui va lui prendre son boulot, voilà. Ça nous obligera peut-être à faire autre chose, ça les obligera peut-être à faire autre chose, mais clairement, à mon avis, cet arrêt-là, il va pas je pense pas qu'il est sans nuance, en fait, voyez-vous ce que je veux dire? J'aimais bien les positions, antérieures, où on disait: «Bon, un expert comptable, c'est quand même quelqu'un qui fait la tenue, la révision, qui établit les comptes, donc quand on fait la tenue uniquement, est-ce qu'on fait le métier de l'expert comptable?» Voilà, aujourd'hui, c'est un arrêt sans nuance. Vous faites de la tenue, vous faites le métier d'expert comptable, Mmh. donc vous êtes en exercice illégal, circulez, il y a rien à voir, voilà. OK. Je suis pas vous l'avez bien compris, je suis pas fan de cette décision-là. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'elle ait été, guidée par une volonté politique ou du moins orientée par, une expression, d'une volonté politique claire. Ce que la politique fait un jour, peut-être que la politique, peut le défaire ou peut le refaire autrement. C'est d'ailleurs le sens de la politique, donc j'ai quelques espoirs ou du moins je fonde tous mes espoirs dans l'évolution, des visions, futures. Peut-être qu'on aura, d'autres lectures de ce sujet-là, au niveau politique dans la profession et peut-être que les juges à ce moment-là, évolueront. Voilà. Mmh. Merci beaucoup Gilles. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot pour, clore ce sujet, peut-être sur l'évolution du sujet, la prérogative d'exercice ou on en reste là, tout a été Bah, dit, je vous laisse, le mot de la fin? je voilà, encore une fois, ce débat-là, c'est un débat qu'il faut poser. Mmh. Il faut ouvrir le sujet.
bien sûr, les gens qui écouteront ce podcast auront clairement compris que je ne suis pas un partisan de l'inclusion de la tenue dans la prérogative d'exercice. Il ne faut pas se tromper, je suis très attaché au caractère réglementé de notre profession. Voilà, j'y suis très attaché parce qu'effectivement, je considère que ce métier-là est un métier à enjeu. Alors bien sûr, on ne va pas causer la mort des gens, on n'est pas des médecins, si on se trompe, le patient meurt. Mais enfin, quand même, on a des responsabilités dans l'accompagnement de nos clients, des dirigeants, et dans le monde économique d'une manière générale. Et le fait que cette profession soit réglementée me semble, au fond, assez normal, assez légitime, assez naturel. C'est une profession à enjeu. Il n'y a pas que le sujet de l'assiette de l'impôt, il y a le sujet, d'une manière générale, de la sincérité des comptes. Et je trouve que le marché est assez, comment dire, j'ose pas dire satisfait, mais le marché ne peut trouver que des avantages à avoir une profession réglementée, donc il y a des comptes à rendre, parce que quand on est réglementé, on a d'abord, c'est pas une, la prérogative n'est pas, comment dire, un bénéfice pour nous. La prérogative, elle est là pour protéger le marché. Et donc qu'on ait une profession réglementée sur ce sujet-là me semble sécurisant pour le marché. Ça, donc clairement, je suis très très attaché à cette, non pas à la prérogative d'exercice, mais Mmh. au caractère Elle est réglementé de la réglementée. profession. Mmh. Et je pense, et c'est pour ça que je pense que s'arc-bouter sur la tenue ne peut que donner des arguments à ceux qui sont des militants de la déréglementation de notre profession. Il faut quand même faire très attention au fait que dans le paysage européen ou mondial, l'expert comptable n'est pas forcément une profession réglementée partout dans le monde, quoi. Mmh. Et donc on a d'autres acteurs extérieurs qui pourraient avoir intérêt à déréglementer, à ce que notre profession soit déréglementée. Mmh mh. Voyez-vous? Et en ce sens-là, et ça va être un peu, on va dire mon interrogation, ou du moins le sujet que je voudrais poser sur la table. En ce sens-là, il faut qu'on fasse très attention, parce que je ne voudrais pas découvrir un jour, qu'à force de s'arc-bouter sur un sujet qui pour moi est un sujet, j'ose le dire, assez mineur, on ne fragilise pas complètement le caractère réglementé de notre profession auquel je suis attaché. Je vais vous donner un parallèle qui est celui de l'audit des PME. Voyez-vous, quand on a eu la loi de sécurité financière dans les années 2000, après les scandales financiers, s'est posé la question, elle s'est posée après, en plus avec les relèvements de seuil de la LOPAC, s'est posé la question de l'audit dans les PME. Et à l'époque, j'étais, donc ça remonte maintenant à il y a presque 20 ans, euh, je faisais partie de ceux qui disaient, faisons attention à cette histoire d'audit des PME. Si on s'arc-boute sur le dogme, un audit est un audit, parce que c'était ce que me disaient les gens quand je leur disais quand même, est-ce qu'on pourrait pas avoir une approche dans les PME un peu moins rigide, un peu moins normalisée, est-ce qu'on peut pas exprimer son opinion dans les PME en prenant des raccourcis par rapport à ce que nous imposent les normes de la profession de commissaire aux comptes? J'entendais des gens m'expliquer que bon, non, pas question, un audit c'est un audit, on peut pas dégrader l'audit, on peut pas avoir d'audit à deux vitesses, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, il s'est passé le RAPAC, les relèvements de seuil, et du coup, on n'a plus d'audit de l'EPME. Voilà. Et ben, voyez-vous, ça va être ça un peu ma conclusion. Je voudrais que les partisans de la tenue réglementée prennent le temps de réfléchir aux risques qu'il y a à s'arc-bouter là-dessus, en regardant ce qui s'est passé avec le métier d'audit légal. Voilà. Je voudrais les amener à s'interroger en leur disant, les gars, est-ce que finalement on ne fait pas plus de mal que de bien à vouloir absolument que la tenue soit dans la prérogative d'exercice, et donc soit dans le caractère réglementé de la profession? C'est ça. Mmh. Voyez-vous, c'est ça ma question. C'est OK. une vraie question que je pose, et c'est là-dessus que je pense qu'on peut conclure. Il ne faudrait pas qu'on soit nos pires ennemis, ou du moins que cette défense absolue de la tenue dans la prérogative d'exercice ne fasse pas, in fine, plus de mal que de bien à notre profession. Parce qu'elle pourrait amener des acteurs extérieurs à vouloir faire sauter tout ça, quoi. En disant, vous, finalement, les experts comptables, vous nous agacez,
vous commencez à nous énerver, on va déréglementer tout ça et basta. Mmh. Très bien. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça, OK. moi. Je pose une question et je pense qu'il est temps, franchement, qu'on commence à discuter de ce sujet-là. J'aime beaucoup le fait de finir cet épisode sur une question. Voilà, et en ce sens-là, votre enfin votre initiative, au CEG, je la trouve très intéressante. Pour moi, vous êtes vraiment, vous avez une responsabilité de contributeur à ces débats-là. Ce sont des questions qu'il ne faut pas éluder. On ne peut pas se contenter, d'évacuer le sujet, pour des raisons politiques en disant: «Ouh là là, il y a 21 000 experts comptables. Dans les 21 000 experts comptables, il y en a, une quinzaine de milliers ou une douzaine de milliers, je ne sais pas très bien au fond, mais qui vivent de la tenue. Il ne faut surtout pas aborder ce sujet-là parce que sinon, aux prochaines élections, on va se prendre une volée de bois vert et ils vont». Ouais, ça, c'est une vision court-termiste qui pose pas les vraies questions et qui, in fine, pourrait faire beaucoup plus de mal que de bien à tous nos confrères qui, justement, vivent de la tenue. Parce que en les maintenant artificiellement dans cette espèce de zone, on va dire entre guillemets, je mets des guillemets parce que ça n'a rien de confortable de vivre de la tenue. Donc c'est pour ça que c'est pas une zone de confort, Mmh. économique, mais ça peut être une zone de confort intellectuel. Et en les maintenant artificiellement dans cette zone de confort intellectuel, je ne sais pas si, in fine, on fait pas plus de mal que de bien à la profession. Je n'en sais rien, mais en tout cas, la question, je la pose. La question est posée. La question est Voilà. posée. Merci beaucoup, Gilles, vraiment pour cet épisode, pour toutes ces questions ouvertes. J'espère que cet épisode plaira. Je pense qu'en tout cas, il intéressera, ça c'est évident. Je vous remercie pour votre voilà, analyse, le temps que vous m'avez consacré. Je vous remercie Marine de poser ces questions-là et de poser ces débats-là. Et de Super. nous donner l'occasion, à nous les experts comptables, de pouvoir un peu en parler librement. Oui, bah super. Merci beaucoup, Gilles. Je vous dis à bientôt. À bientôt Au Marine. revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!